Parfois très aimés, parfois très critiqués, les Marvel soulèvent plusieurs débats depuis plusieurs années. Alors c'est parti pour une rétrospective spéciale sur... C'est en 1920 que la notion de gremlin est apparue pour la toute première fois, servant à justifier les incidents dont étaient victimes les pilotes de chasse de la Royal Air Force. Dans l'imaginaire des aviateurs, les pannes étaient dues à des petites créatures qui s'amusaient à détériorer les voitures et les moteurs. Mais si le gremlin est farceur, il peut aussi être protecteur. Les pannes dont il est accusé ne sont jamais mortelles. Il est réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion particulier qu'il prend comme victime de ses farces répétées, mais veille cependant à sa pérennité. En fait, le concept de gremlins comme bouc émissaire était très important pour le moral des pilotes selon l'auteur et historien Marlene Bressi. Les gremlins, bien qu'imaginaires, ont joué un rôle très important pour les aviateurs de la Royal Air Force. Les contes de gremlins ont aidé à remonter le moral des pilotes, ce qui, à son tour, les a aidés à repousser l'invasion de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre au cours de l'été 1940. La guerre aurait pu avoir une issue très différente si les pilotes de la RAF avaient perdu le moral et permis au plan allemand pour l'opération Sea Lion de se développer. Ils ont finalement aidé les Alliés à gagner la guerre. Le moral des pilotes de la RAF aurait souffert s'ils se pointaient du doigt l'un l'autre. On peut même retrouver plusieurs affiches de la Seconde Guerre mondiale où ces petites bestioles apparaissent aux côtés des soldats. Le 21 décembre 1942, CBS diffusa Gremlins, une histoire fantaisiste écrite par Lucy Fletcher dans un épisode radiophonique où des officiers de l'armée de l'air américaine discutent de leurs expériences avec les créatures et en concluent que leur donner à manger les calme et les rend gentils. Mais c'est un an plus tard que le personnage va être popularisé grâce à l'auteur Roald Dahl, qui publie en 1943 The Gremlins, où il s'appuie sur sa propre expérience en tant que pilote durant la guerre. Dans cette petite histoire, nous suivons les aventures de Gus, un pilote qui voit son avion de chasse détruit au-dessus de la Manche par des gremlins. Mais alors qu'il parachute dans l'eau, il convainc les gremlins d'unir leurs forces contre un ennemi commun, Hitler. Après ça, on retrouvera dans la même année cette sale bête qui donne du fil à retordre à Bugs Bunny dans le cartoon Lapin et Lutin. « 20 ans plus tard, c'est au tour de la série La 4ème dimension de rendre hommage à cette petite créature dans l'épisode Cauchemar à 20 000 pieds, en mettant en scène un gremlin attaquant un avion de ligne. En fait, sans le savoir, les gremlins sont absolument partout, comme dans l'épisode spécial Halloween de la saison 5 des Simpsons. Et c'est en 1981 que le scénariste Chris Columbus, toujours étudiant à ce moment-là, s'inspire de son loft tout pourri de New York, rempli de souris, pour écrire le brouillon de ce qui sera notre film du jour. C'est en fait en les entendant gigoter durant la nuit que lui est venue l'idée d'écrire une histoire sur des créatures qui bouffent des gens. Il se met donc à écrire un scénario spéculatif intitulé bizarrement Gremlins, qui pourtant s'éloigne énormément de la légende connue jusqu'à maintenant. Ultra sombre, Columbus se lâche et multiplie les scènes horribles. En résumé, presque toute la famille se fait tuer, même le chien, les personnages sont idiots et pas du tout attachants, Billy, le personnage principal, déteste Gizmo et souhaite dès le début s'en débarrasser en le décapitant. Je vivais à New York à l'époque, avec ces souris qui couraient sur le sol, et je regardais de vieux films d'horreur d'Universal sur TBS. Et mon ami m'a dit « Tu aimes tellement les films de monstres, pourquoi tu n'écrirais pas un film de monstres ?» Je pensais à ces souris qui couraient la nuit, elles se précipitaient à côté de mon doigt, s'il m'a même pendé au-dessus du lit, ça me faisait vraiment peur. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de Gremlins. Donc, je l'ai écrit comme un simple film d'horreur. Classé R, la tête de la maman roule dans les escaliers, Billy et Kate entrent dans un McDonald's et aucune nourriture n'est mangée, mais tout le monde se fait dévorer par les sales bêtes. C'était donc très sombre. Une fois le script bouclé, il envoie à tous les cinéastes d'Hollywood. Et c'est Steven Spielberg, qui sortait tout juste du tournage d'E.T., qui se montre intéressé, lui qui cherchait un nouveau film pour sa société de production. J'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons, en train de travailler avec Steven Spielberg, et il m'a pris à part et il a dit « Cela doit atteindre un public plus large. Ce que vous avez fait pourrait être génial, mais c'est un film d'horreur classé R. Ce que vous avez écrit peut atteindre un public beaucoup plus large. »
Nous avons donc travaillé sur plusieurs brouillons du scénario. Pendant que l'auteur s'engage dans des réécritures pour rendre le long métrage plus léger, Spielberg cherche un metteur en scène pour ce nouveau projet. En voyant le court-métrage Frankenweenie, il pense d'abord à Tim Burton, mais va finalement se tourner vers Joe Dante qui venait de sortir Hurlement. Fan de films de monstres, Dante est l'homme idéal pour ce genre de production et donne même des conseils aux scénaristes comme rendre les Gremlins plus drôles et attachants en ne s'attaquant pas directement aux êtres humains, mais plus à la technologie. De plus, dans la première version du scénario, Gizmo était censé se transformer en Stripe, mais Spielberg a annulé cet élément de l'intrigue car il estimait que cette petite boule de poil avait un énorme potentiel par rapport au jeune public. Steven confie le projet à la Warner et le coproduit par l'intermédiaire de sa propre société. Pour donner vie aux petites bêtes, le réalisateur fait appel au spécialiste des effets spéciaux, Chris Wallace, qu'il a connu sur le tournage de Piranha. Le maquilleur a tout d'abord tenté de déguiser un singe en Gremlins, pensant que ça serait plus simple de faire jouer des mammifères portant des masques sur le tournage, mais l'animal a très vite paniqué durant les tests. Il s'est donc penché sur la création de plusieurs marionnettes. Résultat, plus de 100 petites marionnettes en caoutchouc, dont certaines mécaniques, ont été utilisées pour représenter Gizmo et les Gremlins. Un travail colossal et très frustrant, car Gizmo tombait très souvent en panne. Alors que Wallace recommandait de fabriquer les Mogwai plus grands pour faciliter leur création et leur fonctionnement pour l'équipe des effets spéciaux, Dante a insisté pour garder leur petite taille pour conserver le côté mignon des créatures. Par conséquent, pour satisfaire les marionnettistes, une scène a été incluse dans laquelle les Gremlins accrochent Gizmo sur un mur et lui lancent des fléchettes. Au niveau du casting, nous retrouvons Phoebe Cates qui a été choisie pour incarner la petite amie de Billy, malgré les inquiétudes de la Warner qui ne voulait pas engager une actrice qui avait montré ses seins au cinéma. Nous retrouvons aussi Zach Galligan qui a été pris pour le rôle de Billy. Pourtant inconnu, il a été engagé car l'alchimie avec Phoebe durant les auditions était évidente. J'avais déjà auditionné pour des rôles avec Phoebe Cates auparavant, et je me sentais très à l'aise avec elle. En ce qui concerne la session pour Gremlins, j'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai regardé la caméra. On m'a dit que Steven Spielberg avait dit « Oh mon dieu, regarde ça, il est déjà amoureux d'elle, je n'ai pas besoin de voir autre chose ». Nous retrouvons également l'acteur vétéran Glyn Turman, dans les traits du professeur de sciences dont l'étude d'un Mogwai va le conduire à sa mort. Dick Miller, qui était un habitué des films de Dante, et Corey Feldman, qui jusque-là n'avait tourné que dans des publicités. Doté d'un budget de 11 millions de dollars, le tournage débute durant l'année 1983, après avoir subi pas moins de 7 réécritures. Le long métrage nous emporte dans la ville fictive de Kingston Falls, et si la place principale, le cinéma et la tour de l'horloge vous semblent familières, c'est parce que ce sont les mêmes décors qu'on peut voir dans Retour vers le futur. Comme Spielberg part pour réaliser la deuxième aventure d'Indiana Jones et que la Warner se fiche un peu des Gremlins, vu que la société a juste accepté de s'occuper du projet seulement pour accorder une faveur au metteur en scène des Dents de la Mer, Joe Dante a une liberté totale. Et heureusement, car tourner plusieurs scènes avec des marionnettes est loin d'être simple. D'ailleurs, selon Galligan, une seule marionnette coûtait entre 30 et 40 000 $. Donc après chaque journée de tournage, la sécurité demandait à tous les membres de l'équipe d'ouvrir le coffre de leur voiture pour s'assurer que personne n'avait commis de vol. Si beaucoup de séquences demandent énormément de concentration, la scène du cinéma vers la fin du film a été un calvaire à tourner. La scène la plus éprouvante à tourner a probablement été lorsque le cinéma où les Gremlins regardaient Blanche-Neige et les 7 nains a explosé. Les règles de sécurité étaient plus laxistes sur les plateaux d'Hollywood à l'époque. Quand nous avons demandé au gars qui s'occupait des explosifs quelle serait la taille de l'explosion, il a dit que ça allait être tranquille. Mais finalement, c'était assourdissant et violent. La chaleur était si intense que j'ai cru qu'elle m'avait brûlé les sourcils. L'explosion a fait sauter les portes du cinéma, comme vous pouvez le voir dans le film, et elle a brisé les fenêtres d'un immeuble d'Universal en 1000 morceaux. Après ça, les deux acteurs ont failli être électrocutés lorsque l'acteur Galligan explose ce néon. L'œuvre est parsemée de références et de caméos. Les plus connus sont présents lors de cette scène, où on voit Robbie le robot apparu dans le film Planète Interdite en 1956, Steven Spielberg qui passe en vélo juste ici car il était revenu de son tournage à cause d'Harrison Ford qui s'était blessé, la doublure de Zach Galligan au téléphone juste là, nous pouvons apercevoir la machine à remonter le temps et le compositeur du film, Jerry Goldsmith, qui a d'ailleurs remporté un Saturn Award de la meilleure musique. Ensuite, nous avons les cocons des Gremlins qui ressemblent à des œufs de xénomorphes comme dans Alien. Dans la scène du bar, on peut voir un Gremlin en tenue de danseuse imiter la chorégraphie de l'héroïne de Flashdance. Dans la chambre de Billy, on distingue un bout de l'affiche du film La 4ème dimension, dont Spielberg et Dante ont réalisé respectivement un court-métrage chacun. Le panneau publicitaire géant est fortement inspiré de l'affiche des aventuriers de l'Arche perdue, etc., etc. Durant le montage, la scène où Kate raconte comment elle a retrouvé son père mort déguisé en Père Noël a failli être supprimée, car les dirigeants du studio n'ont pas compris si ce moment était censé être drôle ou triste.
Le metteur en scène Joe Dante a cependant refusé de retirer la scène en disant qu'elle représentait ce film dans son ensemble, c'est-à-dire une combinaison d'éléments horribles et comiques en même temps. Le producteur exécutif Steven Spielberg n'a pas aimé la scène, mais malgré son pouvoir créatif, il a considéré ce film comme le projet de Dante et lui a permis de la laisser. Prévu pour sortir en décembre 1984, les dirigeants de la Warner vont finalement sortir Gremlins le 8 juin car ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de film d'été pour concurrencer les autres studios. Le long métrage sort donc le même jour que Ghostbusters et connaît un très grand succès avec un total de 148 millions de dollars dans le monde, dont plus de 3 millions d'entrées en France. Au niveau des critiques, le film est très bien accueilli et devient instantanément culte. Les meilleurs moments sont ceux où interviennent des dizaines de gremlins hystériques, paillards et ricanants, animés notamment par des effets spéciaux mécaniques supervisés par Chris Wallace. La scène du pub est à ce titre un moment d'anthologie. De même, le réalisateur se permet des scènes d'une rare violence en les passant à travers le filtre de l'humour cartoonesque. Ce film est un vrai classique de Noël, humoristique et horrifique. Il réussit à unir ces deux éléments tout en gardant l'esprit du temps des fêtes bien présent. Les Gremlins sont absolument hilarants avec leur charme très particulier et leur sens de l'humour un peu douteux. Ces petits monstres n'arrêtent jamais de s'amuser et ne se prennent pas au sérieux, rendant le tout très divertissant. Ce classique est un excellent choix de film pour le temps des fêtes si vous avez envie de rire et d'une petite touche d'horreur tout en restant dans l'esprit de Noël. Bref, Gremlins c'est absolument à voir. Suite à cet énorme succès, la Warner se tourne bien évidemment vers Joe Dante pour prendre les rênes d'un Gremlins 2. Non. Mais le metteur en scène ne veut sûrement pas réitérer cette épouvantable expérience. Entre les problèmes mécaniques, les marionnettistes et les centaines de bestioles à filmer, le réalisateur ne garde pas un très bon souvenir du tournage. De plus, il est très satisfait de la fin de son long métrage. Engendrer une suite pourrait selon lui tout gâcher. Surtout qu'après un tel triomphe au box-office, les autres studios ont voulu comme toujours copier la recette en sortant des petites productions fauchées comme Critters ou encore les Ghoulies. Le public pouvait potentiellement être lassé. Le studio appelle alors plusieurs scénaristes et réalisateurs. Les premiers scénarios envisagent l'envoi des Gremlins dans des grandes villes comme Las Vegas ou New York, ou même carrément la planète Mars. Des histoires plus farfelues les unes que les autres qui demandent énormément d'argent. Les années passent et toutes ces idées se soldent par un échec. Au total, c'est plus d'une vingtaine d'auteurs qui ont tenté de proposer une histoire convenable et $1 million de dépensés pour rien. Désespéré, la Warner revient vers Dante 5 ans plus tard, en 1989, en lui proposant un contrôle créatif total sur le film et un plus gros budget. Après le succès financier de Gremlins, le studio voulait une suite. Quand ils m'ont contacté la première fois, j'ai refusé. Ça a été un film très difficile à faire. Il n'y a eu aucun soutien de la part du studio pendant le tournage, et même techniquement, c'était un film compliqué à réaliser. Ils voulaient simplement faire une faveur à Steven Spielberg qui finançait le film. Le studio a travaillé 5 ans en essayant de trouver des idées pour une suite, mais ils ne comprenaient pas ce qui avait fait le succès du premier volet. Ensuite, ils sont revenus vers moi en me promettant cette fois un contrôle artistique total. Je me suis dit que ce serait marrant de faire un film sur le fait que ce film n'avait justement pas besoin de suite. Nous avons décidé de faire un long métrage qui se moque non seulement du premier et des codes du cinéma d'horreur, mais qui est également une satire sociale. Et il a bien fait d'accepter, car le metteur en scène n'a pas vraiment su rebondir après Gremlins en enchaînant les flops au box-office avec Explorers et l'aventure intérieure. Donc, une proposition comme celle-là, ça ne se refuse pas. Pour l'écriture, il décide d'embaucher l'auteur Charles Haas. Très vite, les deux hommes pensent à déplacer les créatures dans un grand immeuble à New York. Non seulement pour ne pas faire exploser le budget en ayant en même temps plusieurs endroits différents comme des plateaux de tournage, des restaurants et un laboratoire, mais aussi pour faciliter le travail des marionnettistes qui, grâce à ça, travailleront donc sur les mêmes plateaux durant toute la durée du tournage. À cette époque, tout le monde parlait des smart buildings qu'on construisait dans la Silicon Valley. On a voulu pousser ça à l'extrême. On voulait tourner en dérision les grosses entreprises. C'est pourquoi on s'est inspiré de Ted Turner et de Donald Trump pour créer nos personnages ultra cyniques. C'est comme ça qu'est sorti Daniel Clamp. De plus, il parsème le script de référence. De scènes d'action,
et d'humour. Voilà pourquoi nous avons à un moment donné une apparition du critique cinéma Leonard Maltin qui avait sévèrement critiqué le premier opus à l'époque et qui ici se fait tuer par les Gremlins. Quand Billy essaye d'expliquer les règles concernant le Mogwai, le personnel les trouve assez absurdes et s'en moque. Cette séquence provient du fait que les cinéastes eux-mêmes considéraient les règles comme irrationnelles et certaines questions qu'on peut entendre durant cet extrait étaient basées sur celles soulevées par les fans du film original. Mais le film va encore plus loin, lorsque le long métrage saute en plein milieu d'un dialogue pour ensuite nous faire comprendre que ce sont des Gremlins qui ont pris le contrôle du cinéma. La société de production craignait que les gens quittent la salle de cinéma en pensant que le film était réellement cassé. Pour rassurer tout le monde, Dante a donc organisé une projection privée. Lorsque la scène a été montrée, le public l'a trouvée agréable et est resté dans le cinéma. C'est d'ailleurs devenu l'une des blagues les plus appréciées de cette suite. Je voulais vraiment faire cette blague. La bande s'arrête et tout le monde dans la salle pense que ça arrive vraiment, et ensuite, le public voit les ombres des Gremlins sortir de la salle de projection. Le studio ne voulait pas vraiment le faire. Il déteste lorsque vous rappelez aux gens qu'ils sont en train de regarder un film, même si Bob Hope et Bing Crosby n'ont cessé de le faire pendant des années. Ils voulaient que je coupe la scène au montage, mais Spielberg leur a suggéré qu'on fasse une avant-première pour voir comment les gens réagiraient. Comme ça a super bien marché, ils l'ont laissé. Plus tard, une nouvelle version a vu le jour spécialement pour la sortie de la cassette, où cette fois-ci, c'est pour donner l'impression que le magnétoscope du spectateur avait été cassé par les Gremlins. Pour les effets spéciaux, Chris Wallace n'était plus disponible. Dante se tourne alors vers Rick Baker, qui refuse dans un premier temps car il considérait Gremlins 2 comme trop de travail pour un projet dans lequel il serait qu'un successeur de Wallace. Le metteur en scène le pousse alors à accepter le poste pour créer d'autres Gremlins diversifiés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette nouvelle équipe. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons un laboratoire dans l'histoire, pour que Baker s'éclate à créer plusieurs modèles. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un Gremlin volant, l'un avec des pattes d'araignée, ou même un Gremlin version féminin. Il y a eu également des modifications sur Gizmo, pour qu'il puisse enfin se déplacer tout seul. Après un premier opus où il est trimballé un peu partout comme un objet, là il marche dans la rue, escalade, se bat et danse. Une séquence qui devait contenir à la base le titre de Billy Idol, Dancing with Myself, mais ils n'ont pas pu avoir les droits à temps et l'ont donc remplacé. Bref, Gremlins 2 est un long métrage riche en références, en humour et en action, et c'est pour cela que je le préfère au premier. Satirique, loufoque et conscient d'elle-même, cette suite décomplexée ose tout et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fonctionné. Pour un budget qui varie entre 30 et 50 millions de dollars, le film n'a rapporté que 41 millions sur le sol américain. L'ambiance de ce film est un véritable hommage au cartoon. Le réalisateur place des références aux Looney Tunes et truffe son film de gags cartoonesques déments. La présence de Bugs Bunny dans le film renforce cette idée. C'est là tout l'art de Gremlins 2. Faire passer un message important sur fond de comédie burlesque, grotesque et, doit-on le dire, jubilatoire. Épaulé par le scénariste et journaliste Charlie Haas, très au fait des problématiques urbaines et en particulier des immeubles intelligents en vogue dans les années 1980, Dante imagine une satire du capitalisme et du monde des médias d'une inventivité folle et débridée, bien plus irrévérencieuse que le premier opus. Les affreuses petites bêtes reptiliennes prennent d'assaut la Clamp Tower, immense building new-yorkais bourré de technologies absurdes, création mégalomane du milliardaire Daniel Clamp, parodie évidente de Ted Turner et d'un certain Donald Trump, alors magnat de l'immobilier. L'enthousiasme enfantin et la jouissance destructrice des Gremlins permettent à Dante de donner libre cours à son mauvais esprit et à son goût pour les citations cinéphiliques dont il parsème le film sans relâche. Malgré ce flop financier, voilà plusieurs années qu'on a le droit à des rumeurs concernant la sortie d'un potentiel troisième opus. En janvier 2013, la Warner était officiellement en train de négocier avec la société de Steven Spielberg pour redémarrer la franchise. 2 ans plus tard, en novembre 2015, c'est Zach Galligan qui confirme qu'un troisième film est bien en préparation et qui sera bel et bien une suite des 2 premiers films. Ensuite, dans une interview de décembre 2016, l'acteur a déclaré que Columbus avait travaillé de manière agressive sur un Gremlins 3. Plus tard, en 2017, c'est Chris Columbus qui a parlé d'un scénario tordu et sombre, avant d'ajouter en novembre 2020 qu'aucun CGI ne serait utilisé pour mettre en scène les Gremlins. Mais depuis, plus de nouvelles. Tout ce que je sais, c'est que Chris Columbus a un scénario de prêt, mais personne ne veut le financer pour le moment. Je pense qu'on va devoir patienter encore un bon moment. La vidéo d'adieu prévue pour la fin du monde a été incluse par les cinéastes lorsqu'ils ont découvert qu'une des chaînes américaines était en possession d'une vidéo similaire.
CNN a en effet un clip dans ses archives et son personnel est chargé de la diffuser si une fin du monde est confirmée. Dans une scène supprimée, les Gremlins libèrent tous les animaux du laboratoire. Pendant le tournage de cette séquence, les singes étaient tellement effrayés par les marionnettes qu'ils ont refusé de quitter leur cage. La mère réprimandant le directeur du cinéma concernant le ton inapproprié du film est basée sur des faits réels. Lors d'une projection de Gremlins en 1984, le réalisateur Joe Dante a vraiment été sévèrement critiqué par une mère qui est sortie du cinéma avec sa fille au moment de la fameuse scène qui se déroule dans la cuisine. Au même moment, Indiana Jones et le Temple Maudit a lui aussi choqué plusieurs parents. Suite à cela, la MPAA a créé la classification PEGI 13. C'est le présentateur canadien Howie Mandel qui a doublé Gizmo. En revanche, ce n'est pas lui qui chante, mais une jeune choriste de 13 ans que le compositeur du film Jerry Goldsmith avait rencontré dans sa paroisse. Le dessinateur et réalisateur de films d'animation Chuck Jones est sorti de sa retraite pour fournir la séquence d'ouverture de Gremlins 2. Le mot Mogwai a été inventé par le scénariste du film Chris Columbus. Il s'agit d'un dérivé du terme cantonais Mogi, qui peut se traduire par démon, esprit malin ou monstre. Et voilà, c'est tout pour les Gremlins. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.